Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et bienvenue pour la toute première édition de Data Players. Ça fait vraiment plaisir de voir la salle remplie. On est hyper content d'être là ce soir. Du coup, vous le savez, ce soir on va parler de data, de sport. Je vais d'abord prendre 2 minutes pour vous expliquer un petit peu l'origine de ce projet. Du coup, il y a de ça quelques mois, je me suis demandé comment je pouvais rassembler mes 2 passions, que sont la data et le sport. Et du coup, je me suis dit que j'allais contacter Joseph, qui est la figure emblématique et le porte-étendard du sujet en France. Et par chance, on est voisins. Du coup, je lui propose d'aller prendre un café. On se retrouve à Chamonix, on en discute. Et on est tout de suite alignés sur un sujet. C'est un sujet passionnant, la data, le sport, on peut faire plein de trucs, ça révolutionne tellement d'industries. Le sport, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui. On n'en est qu'au début. Le problème, c'est que le contenu aujourd'hui, il est difficilement accessible. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui écrivent sur le sujet. Et nous, on a vraiment à cœur de démocratiser tout ça, de rassembler les gens autour de ce sujet. Donc on s'est dit, on va monter un événement. On va prendre tous les experts, tous les meilleurs dans leur domaine, les mettre sur scène, ramener un public que vous êtes donc, et expliquer, démystifier ces sujets pour démocratiser tout ça. Du coup, il nous fallait évidemment une équipe. Je suis allé choisir Malo, mon ami, qui a ce super pouvoir de capturer des images pour raconter de belles histoires derrière. C'est pour ça que vous voyez toutes les caméras, les photographes. Donc on va vous préparer quelque chose d'assez exceptionnel derrière. Et mon ami toujours Romain, qui est le pilier sur lequel je m'appuie dans chaque projet depuis maintenant des années, pour cette partie organisation. Et si tout ça existe ce soir, c'est grâce à cette belle équipe. Et je les laisse se présenter. Merci Lilian. Bonsoir à toutes et à tous. Merci encore d'être là ce soir. Lilian l'a déjà dit, mais ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde pour une première édition sur un sujet en plus qui est un peu clivant ou un peu niche encore. La data dans le sport, ça fait peur encore à beaucoup de monde. Et c'est un peu l'objet de ma présence aussi, c'est de montrer et de nous assurer que en fait, la data, elle n'est pas accessible qu'à une élite, que ce soit une élite sportive ou une élite technique, on va dire, comme Lilian ou Joseph, dont c'est le quotidien et le métier. C'est vraiment de nous assurer que cet événement il est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment ce dont moi j'ai à cœur. Et c'est tout l'objectif à nouveau de cet événement. Voilà, Malo et Joseph le diront mieux que moi, mais à nouveau, l'idée derrière Data Players, c'est vraiment de nous assurer de démocratiser la data auprès de tous. Et ça passera aussi par une certaine objectivité, parce que forcément, les besoins sont différents selon les profils. Aujourd'hui, un athlète professionnel, il aura des besoins différents qu'un amateur sportif, mais pour autant, la data, elle aura des bénéfices pour chacun d'entre eux, et c'est vraiment ce que nous, ce soir, on souhaite démontrer. Et voilà, moi, l'objectif, quand Lilian et Joseph m'ont parlé de cet événement, mon rôle, c'était, en tant que sportif amateur et novice de la data, de m'assurer qu'à nouveau, les conférences qu'on allait vous proposer et l'événement en lui-même, il allait parler à un maximum de monde. Et c'est aussi tout notre objectif. Et de façon plus globale, ne pas nous mettre des œillères, être à l'écoute des limites, des contraintes qu'on va entendre à ce sujet-là pour justement pouvoir en discuter tous ensemble et trouver les solutions, les bonnes pratiques à mettre en place pour, je me répète, mais démocratiser ce sujet à plus grande échelle. Donc voilà, merci encore à tous d'être là ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, puis je laisse la parole à Malo pour tout le dispositif audiovisuel qu'on vous a mis en place. Bonsoir à tous, moi c'est Malo, merci beaucoup d'être présent. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir autant de monde dans cette salle. Les gars l'ont déjà dit, un événement autour de la data dans le sport, c'est vrai que moi qui viens de l'audiovisuel, ça ne me parlait pas trop, mais je pense qu'on peut faire de très belles choses et de le démocratiser au plus grand nombre, avoir un plus grand public et effectivement ouvrir toutes ces frontières-là pour que ça puisse servir à plus de personnes. C'est pour ça qu'on vous a fait signer quelques petits papiers de droit à l'image, notamment puisqu'on capte toutes les conférences qui vont ensuite être rediffusées pour que les personnes qui ne puissent pas être présentes puissent commencer à avoir accès à toutes ces informations qui vont circuler durant cette soirée. Donc vous aurez photographes, vidéastes qui seront autour de vous, donc soyez pas inquiets si vous voyez des caméras passer. Et du coup derrière, voilà, l'objectif c'est au-delà de Data Player, l'événement, le premier événement, c'est de faire toute une aventure autour de la data dans le sport, que ce soit par du contenu audiovisuel, du contenu créatif, du contenu aussi en physique avec cet événement-là qui, je pense, sera déjà une belle réussite et qui pourra ouvrir d'autres perspectives pour les années futures parce qu'on ne souhaite pas s'arrêter là.
Donc voilà un petit peu le mot que j'avais à vous dire autour de la communication. Je vous souhaite à tous du coup une bonne soirée. N'hésitez pas, si vous voulez prendre des petites stories, repartager, taguer les comptes, ça ferait toujours plus d'audience, de visibilité. Donc le téléphone est autorisé, évitez les flashs. Mais voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vais laisser le mot à Joseph pour conclure tout ça. Un grand merci d'être tous là, réunis ce soir. Effectivement, ça nous fait extrêmement plaisir. Une passion, mais qui était clairement difficile à expliquer il y a 3 ans. On se rend compte qu'il y a plus de 100 personnes dans une salle pour écouter ce genre de choses. Donc, c'est vraiment incroyable. Merci à l'équipe aussi d'avoir porté toutes les mains de l'ombre, mais qui sont tellement importantes. Et la question que je vous pose, c'est comment est-ce que 4 gars de 27 ou 26 ans vont réussir à vous apporter du contenu de qualité ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut se poser. Et en fait, on est allé chercher les meilleurs experts un petit peu dans leur domaine. On est allé chercher justement des sujets qui étaient vraiment passionnants. Et donc, c'est comme ça qu'on a réussi à créer le contenu en fait de ces tables rondes pour vous permettre d'apporter, en fait, d'avoir un œil sur cette performance qui n'est pas du tout mise en avant, en tout cas dans notre pays. En fait, nous, on a la chance avec Enduro de travailler avec beaucoup d'athlètes internationaux et on se rend compte qu'il y a un certain retard en fait dans ce milieu-là. On essaye de se battre là-dessus et c'est pour ça qu'on s'est dit on veut amener cette connaissance. En France, il y a des gens incroyables qui font ce genre de choses. On a toute une première ligne au premier rang justement qui apporte ces nouveautés. On a envie de le montrer à tout le monde. On a envie de vous faire découvrir un petit peu ces petits secrets pour potentiellement vous permettre de progresser ou même vous apporter des petites idées dans vos différentes entreprises outdoor. Donc c'est vraiment l'objectif de cette soirée. On est vraiment trop contents d'avoir tout ça et régalez-vous parce que le contenu va être au top du top. Donc je vais vous présenter 3 conférences. La première, ça va être sur l'aspect nutritionnel. Donc, c'est comment est-ce qu'on va créer un gel de A à Z. Donc, ça va vraiment justement rentrer un petit peu dans les coulisses parce qu'on en voit de plus en plus arriver. La deuxième conférence, si ça s'affiche derrière, c'est l'aspect sur les données, sur les gros volumes de données. Comment est-ce qu'avec des algorithmes au niveau grand public, on réussit justement à les adapter. Donc, on réussit justement à héberger toutes ces données et à avoir des choses qui fonctionnent bien. Et bien sûr, la troisième sur les capteurs, sont-ils fiables? Et surtout, comment est-ce qu'on peut utiliser ces millions de données au fur et à mesure pour permettre d'être très performant? Et pour animer toutes ces conférences, on a la chance de compter parmi nous un des plus gros animateurs médias dans le monde du running, du triathlon. J'ai nommé Dans la tête d'un coureur avec Guillaume Santraccio qui nous accompagne pour ces 3 tables rondes. Je vous propose de vous faire un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume Santraccio. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Joseph pour cet événement. Je tiens à vous remercier et je tiens à saluer l'équipe de Data Players parce que quand Joseph m'a appelé, c'est vrai que j'étais un peu surpris que ce soit moi qui choisisse parce que moi mon rôle c'est surtout de démocratiser le sport au plus grand nombre, au grand public et puis raconter des histoires. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Data Players, c'est ce que je voudrais saluer, c'est qu'ils ont vraiment eu l'envie de rendre ça accessible au grand public. Et c'est vrai que dans le monde de l'expertise, dans le monde de la haute performance, dans le monde de la science, souvent c'est des sujets qui restent un peu entre soi et on n'a pas forcément la sensibilité de vouloir le démocratiser au grand public. Et Joseph m'a dit, nous justement, on veut le faire. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment génial et je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice. Et du coup, heureux d'animer ces 2 conférences. Tu veux que je commence directement sur... On va pouvoir accueillir nos premiers speakers. Hop. Tu vas pouvoir présenter les premiers speakers de cette table ronde sur la nutrition. Exactement. Alors aujourd'hui, on va parler de la nutrition sportive. Forcément, si vous êtes coureur ou coureuse, vous avez tous déjà entendu parler ou déjà même consommé des gels, des produits de nutrition et de performance à l'effort. La question qu'on va se poser, c'est jusqu'où on peut aller dans la nutrition sportive, quelles ont été les nouveautés qui ont un petit peu déstructuré, révolutionné le marché, et surtout, on va essayer de voir si on avait une baguette magique, si on pouvait concevoir le meilleur gel possible, peu importe le budget, peu importe les contraintes qu'on peut avoir, à quoi est-ce que ça ressemblerait et surtout est-ce qu'il serait différent de ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vraiment on a des gels qui sont parce que c'est la seule chose qu'on sait faire ou qui sont vraiment optimisés au maximum et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc pour discuter de tout ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nouchka, si Mix, tu peux hésiter à venir. On peut l'applaudir, applaudissez-la. Nouchka, c'est... Nouchka, c'est
ancienne athlète de haut niveau en aviron, parce que je ne sais pas si je me trompe pas. Hop. Tous? C'est Ah, bon, ça c'est bon. fonctionne. Oui, j'ai fait de l'aviron pendant une dizaine d'années, à bon niveau, voilà, jusque mes 18 ans. Et puis après, la vie a fait que j'ai arrêté et puis j'ai fait d'autres choses. Aujourd'hui, je fais du trail après avoir fait du triathlon. Donc voilà, je touche surtout au sport d'endurance aujourd'hui. Et puis je suis diététicienne du sport depuis maintenant 6-7 ans. J'accompagne des athlètes de tout niveau et de toute discipline. Voilà, pour les présentations, je fais aussi pas mal de création de contenu sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. J'organise des stages Nutri, sport en Haute-Savoie. J'ai ma marque de vêtements. Qu'est-ce que je peux citer d'autre c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. Voilà. Et pour t'accompagner, on a aussi la chance d'avoir un petit peu le retour terrain, parce que c'est aussi l'une des volontés, c'est toujours le corrélé au terrain, parce que la science sans les athlètes, sans l'humain, ça sert pas à grand chose. Et donc on a Aurélien Dunant Palace. Hop. Salut Aurélien, ça va? Ah, t'as eu la même que moi. Alors, en tant que ça, Aurélien, c'est évidemment vainqueur de l'Hard Rock 100, de la Diagonale des Fous, des courses parmi les plus dures du monde. Je sais pas si tu es d'accord avec ça d'ailleurs. Est-ce que c'est Ouais, enfin dur, je pense. Il y a encore plus dur, mais c'est deux des plus mythiques en tout cas sur les formats 100 miles. C'était de gros objectifs, donc ouais, très content de les avoir gagnés. Et écoute, du coup, pour parler de nutrition, déjà un petit en introduction, est-ce que c'est des sujets qui t'animent, qui te passionnent, ou Ouais. faut bien manger? Non, carrément. C'est vrai que moi, je commençais le trail en 2012 et au début, on se posait pas du tout la question de la nutrition. On prenait des gels, des barres, mais on calculait rien, on calculait pas les glucides. Des fois, on avait mal au ventre, mais on se disait pas non, c'est à cause de ce qu'on a pris. Et au fil des années, quand même, on s'est penché sur le sujet. Les marques ont développé des produits de plus en plus performants et c'est maintenant tout un enjeu vraiment crucial pour la performance. Après l'entraînement, je pense que la nutrition, c'est le deuxième pilier le plus important. Bon, en plus, tu as plein d'anecdotes à nous raconter. Je vais pas spoiler, mais vous allez voir, il va nous partager un peu son expérience. Et ensuite, notre troisième et dernier speaker, c'est Morgane Vallée. Morgane, n'hésite pas, viens, vous pouvez l'applaudir. Ça, c'est... Voilà, merci. Ravi d'être ici. Ravi. Morgane, tu travailles pour une marque qu'on voit de plus en plus, qui n'était pas forcément la marque la plus connue dans le milieu du sport, mais aujourd'hui, vous êtes arrivé, voilà, et on vous voit beaucoup, c'est NutriPure. Et tu es ingénieur, chef de produit, c'est toi qui es un peu derrière... Tout à fait. Voilà, j'ai rejoint l'aventure NutriPure il y a 2 ans de ça. C'est ce qui m'a aussi permis de m'imprégner un peu de l'univers de l'endurance parce que c'était assez nouveau pour moi. Donc discerner un petit peu les enjeux, comprendre les besoins aussi des consommateurs et essayer de proposer en tout cas des solutions qui répondent à leurs besoins. Alors aujourd'hui, pas de tabou, pas de langue de bois, on est juste entre nous. L'histoire, c'est vraiment de savoir les coulisses et tu vas pouvoir tout nous dire sur les contraintes et ce qui se passe. Et je suis sûr que ça va être passionnant. Écoutez, je vous propose qu'on s'installe et puis qu'on commence l'échange. En introduction, alors je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui s'y connaissent bien plus que moi. Et donc, si vous voulez, plutôt que... On fera des questions à la fin, mais c'est aussi sympa que voilà, si vous voulez intervenir, si vous voulez appuyer sur un point ou demander une précision, n'hésitez pas à lever la main. J'aurai toujours un petit coup d'œil dans la salle. Et du coup, voilà, vous allez pouvoir intervenir. Je crois qu'il y a des micros aussi qui peuvent être distribués. Et donc, n'hésitez pas à participer, même pendant l'événement, plutôt que ce soit juste descendant. Ça peut être bien aussi, si vous voulez rebondir. N'hésitez vraiment pas à le faire, ça me facilitera les choses. Alors, messieurs, en guise d'introduction, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière. En 2008, ici même, à Chamonix, juste à côté, place du Triangle de l'Amitié, il y a un petit coureur catalan du nom de Kylian Jornet qui remporte son premier UTMB. Et à l'époque, la légende dit qu'il a couru avec quelques bananes et quelques flaques d'eau. Vraiment, c'était la nutrition assez simple. Et depuis, ça a énormément évolué. On parle aujourd'hui de 90 grammes de glucides par heure, de doubles transporteurs intestinaux, de gel texturé. Bref, on a même du mal à s'y retrouver. Toi, Aurélien, qui court depuis 2012, comment est-ce que tu as vécu, tu as constaté un peu l'évolution de la nutrition dans la performance et notamment des athlètes de haut niveau? Est-ce que depuis 2012, tu as vraiment vu qu'il y avait un changement de paradigme autour de ça? Ouais, au début, le premier paramètre qu'on regardait, c'était l'entraînement. Et on se disait pas, tiens, je vais essayer de consommer tant de glucides, plus ou moins. On avait mal au ventre. Je mangeais des fois des cuisses de poulet, j'ai mangé sur des courses.
il y avait de la protéine, hein, c'est bien, mais je pense pas que ce soit le plus adapté, franchement, sur un ultra de manger ça quand même. Comment tu trouvais du poulet sur les ultras? Moi, c'était en fin de course, c'était en Savoie en plus, au Grand N73. Il me restait 10 bornes et j'avais vraiment envie de ça les jours-là, et à ce moment-là de la course. Mais franchement, ça m'a fait du bien. Hein. Voilà. Je pense qu'à la Diag, d'ailleurs, à la Réunion, ils servent des rougailles saucisses, enfin des trucs comme ça. Il y a pas de, là-bas, il n'y a pas de boisson du sport, il n'y a pas de bar énergétique. Je crois qu'il n'y a que des boissons, enfin, que des plats locaux. Mais non, comment je l'ai vu évoluer, très positivement. Concrètement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un athlète de haut niveau qui ne part pas avec un plan nutritionnel vraiment très carré, que ce soit sur 2 heures de course ou même 20 heures. On a tous un protocole qu'on a travaillé à l'entraînement, qu'on a validé, avec des produits qu'on a essayés, qu'on a validés. Donc ouais, c'est vraiment après l'entraînement physique, c'est le deuxième paramètre le plus important à mon sens. Tu le mets devant la récupération, dont tu devais classer entre entraînement, récupération, sommeil, nutrition. Toi, tu le places en deuxième. Oui, c'est vrai qu'il y a le sommeil quand même qui est, je pense, le sommeil pour assimiler l'entraînement. Après, je le mettrais devant les bottes de pressothérapie typiquement. Clairement, il vaut mieux travailler sa nutrition sportive que les petits détails comme ça. Et sommeil, entraînement, nutrition, c'est les 3 piliers de la performance. Bon, en tout cas, on le constate tous depuis 5-6 ans, il y a l'explosion des marques de nutrition. Il n'y en a jamais eu autant, c'est impressionnant. D'ailleurs, elles marchent, elles fonctionnent tous et toutes, ce qui prouve qu'il y a vraiment une demande. Néanmoins, on se rend compte que pendant très longtemps, c'était un peu ennuyeux. C'était un peu boring. La nutrition, c'était des marques, je ne vais pas les citer pour leur faire débat, mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment très, très, très fun. Et on voit que aujourd'hui, ça a énormément changé. Nouchka, à quel moment la science elle a vraiment basculé en faveur de la nutrition? À quel moment vraiment les scientifiques, la recherche s'est intéressée à ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même quelques dates clés, des pivots dans la recherche, et notamment dans la littérature scientifique, où on s'est aperçu de pas mal de choses, et ça a changé la donne. Déjà, je pense qu'on peut dire que la nutrition, c'est quand même une science qui est assez jeune et plus jeune que la science de l'entraînement. Donc, je pense qu'on apprend encore, et bien plus que dans la science de l'entraînement, où on arrive peut-être à un palier, en fait, où alors on ne sait pas tout, mais on sait quand même beaucoup de choses. Et forcément, une fois qu'on sait beaucoup de choses dans un domaine, on va chercher à développer les autres domaines à côté. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser un petit peu plus à la nutrition. Là où moi, si je fais le parallèle avant, quand j'étais sportive, quand j'étais jeune, la nutrition, si tu voulais perdre du poids, c'était t'arrêtes de manger et puis tu manges des compotes et puis tu vas t'entraîner plus et puis tu vas perdre du poids, alors que pourtant on faisait du sport de haut niveau. Et puis petit à petit, ça s'est un petit peu plus développé, on s'y est plus intéressé. Moi, pour avoir rediscuté avec d'anciens entraîneurs que j'avais à l'Aviron, ils m'ont dit aujourd'hui on est un peu plus conscient de ça, donc on cherche à plus s'y intéresser, même par rapport à la prévention des blessures, des syndromes type RED-S, triade, etc. Chez la femme, on s'y intéresse un petit peu plus. Donc je pense qu'il y a eu vraiment une prise de conscience par rapport à ça. Et je pense que ça a été aussi impossible de passer à côté si on voulait chercher à augmenter encore plus les performances. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un pilier quand même qui est très important. Et voilà, dans les années encore 60, 70, on disait aux marathoniens de ne pas boire et de donner de l'eau à ses adversaires parce que c'était vu comme un signe de faiblesse en fait de boire, que ça allait faire mal au ventre, que en fait ça allait alourdir. Ouais, il y avait un peu la culture de faut que ce soit dur, etc. Donc en fait, il y a encore de ça 50 ans, c'était presque un signe de faiblesse de faire attention à sa nutrition et son hydratation. Donc dans les années 80, on a commencé quand même à avoir des études sur l'importance de la nutrition, des glucides, et surtout ça s'est accéléré dans les années 2000 et encore plus il y a une quinzaine d'années où là ça a été très spécifique. On savait depuis les années 2000 que les glucides jouaient une part importante dans la performance, mais ça s'arrêtait un petit peu là, et puis au fil des 10-15 dernières années, ça s'est accéléré avec quel type de glucides, quelle quantité, quel type de transporteur, etc. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je pense que ça s'est affiné. On n'est pas au bout de ce qu'on va savoir au niveau nutrition sportive, même si je pense qu'on est bien avancé, mais bon, à n'importe quelle époque, on pense tout savoir, je pense, donc je pense qu'on a encore des choses à apprendre. Est-ce qu'il y a en 10 ans, il y a quelque chose qui a changé, qu'on ne savait pas, qu'on ignorait à l'époque, et aujourd'hui qui a vraiment changé la donne? Tu parles notamment des glucides. C'est vrai que notre perception par rapport aux glucides à l'effort, ça a vraiment bougé, notamment avec le gel, qui est devenu un peu un produit référent, même sur trail. Aujourd'hui, on voit que tous les trailers, ils n'avaient pas forcément consommé des gels, et aujourd'hui, on voit que ça devient un aliment de plus en plus consommé. Est-ce que si je voulais vous citer à tous les trois quelque chose qui a changé, qu'on ne savait pas, et qui a pris une tournure dans les
dans les 10 dernières années? Oui, comme je le disais, on savait que les glucides c'était important, mais on ne savait pas, par exemple, qu'il fallait plusieurs types de glucides pour vraiment pouvoir bien tout assimiler. Aujourd'hui, on parle beaucoup du gut training, alors que franchement, il y a 5 ans en arrière, on n'en parlait quand même pas beaucoup. Donc je pense que c'est toutes ces notions-là où voilà, on avait les bases, on savait que la nutrition c'était important, que les glucides c'était important, mais en quelle quantité et lesquels, en fait, c'est ça qui a vraiment été poussé les dernières années. Justement, on va s'intéresser particulièrement au gel parce qu'il est assez symbolique de tout ça. Toi, Aurélien, quand tu cherches un apport glucidique en course, sur quoi tu vas te baser? Qu'est-ce que tu vas rechercher? Quels sont tes critères? Les deux critères principaux, ça va être déjà l'efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir suffisamment de glucides, d'énergie à l'intérieur, parce que si on me donne 50 ml d'un produit qui m'apporte 50 calories et je dis une bêtise, 10 grammes de glucides, je sais que ça ne va pas fonctionner. Et puis le deuxième, ça va être la consistance, le goût du gel pour qu'il soit bon déjà à manger une fois et qu'il soit toujours agréable au bout de 3, 4, 15 heures, donc pas que je sois lassé de ce gel. C'est vraiment les deux critères principaux. Après, on peut ajouter tous les autres critères, que ce soit la taille d'un gel, l'ouverture que ce soit facile, mais les principaux, ça va être vraiment le goût et l'efficacité du produit. La question qu'on va se poser justement aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on développe un gel et quelles sont aussi les limites de ce développement. Nouchka, toi qui as analysé, parce que je sais que tu as sorti un livre il y a très peu de temps et tu as passé un peu au crible. Il n'est pas encore sorti, mais voilà, il sort bientôt. Voilà, qui sort bientôt. En tout cas, il est fini d'écrire et j'ai vu un peu, voilà, je sais que tu les as analysés et que tu en as étudié énormément. Est-ce qu'aujourd'hui, les gels qu'on trouve sur le marché répondent vraiment aux besoins des coureurs, ou tu penses qu'il y a encore des améliorations qu'on va pouvoir faire dans les années à venir? Il y a un peu de tout. Et moi, pour suivre pas mal de sportifs, il y en a beaucoup qui me disent « je suis un petit peu perdu, je vais dans les rayons, il y a 12 000 gels, lequel je choisis ?» en fait, et en fait, je pense que les gens sont un petit peu perdus par rapport à ça. Oui, je pense qu'il y a tellement de critères et le gel parfait, alors on va pouvoir discuter de qu'est-ce que le gel parfait, mais je pense qu'il y a autant de gels adaptés à des situations, mais aujourd'hui il y a beaucoup de marketing en nutrition sportive, les marques elles ont bien compris aussi ça, donc il y a des choses qui sont importantes à avoir dans un gel, d'autres qui le sont moins, et on trouve un petit peu de tout en fait. Tu parles du marketing, c'est vrai que c'est intéressant parce que si la nutrition sportive a beaucoup évolué, c'est aussi de par une marque, c'est Morton qui l'a rendu un peu plus scientifique, l'a rendu aussi un petit peu plus sexy. On voit que dans leur univers de marque, on est presque sur les codes du luxe, avec des photos en noir et blanc, avec des prix aussi qui se rapprochent des fois du luxe. Et on va voir justement si ça n'a pas aussi joué. Justement, là, Morgane, je me tourne vers toi. Est-ce que tu travailles chez NutriPure? Tu t'es retrouvé récemment avec cette mission de créer un gel, mais j'imagine pas un gel, un nouveau gel qui apporte peut-être de nouvelles choses, un gel différent. Voilà, j'imagine que vous aviez cette ambition-là. Par quoi est-ce que tu commences? Concrètement, c'est quoi la toute première étape quand une marque comme NutriPure, qui dispose quand même de forts moyens, veut se lancer dans le gel? C'est quoi le point A, le point du début? Tout simplement, en fait, je commence en me posant une question. Actuellement, en fait, qu'est-ce qui freine, limite ou gêne peut-être les pratiquants dans l'utilisation d'un gel? Et quand j'emploie le terme pratiquant, j'englobe à la fois les athlètes élites, en même temps les pratiquants, donc coureurs peut-être un peu moins avertis, un peu moins aguerris, coureurs du dimanche. Et du coup, vraiment discerner concrètement quels sont leurs besoins et quels sont les points qui peuvent être un peu dérangeants ou clivants dans l'utilisation des gels. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, je ne me dis pas, je rentre tout de suite dans une formule, au cœur de la formule, à réfléchir à des synergies d'ingrédients, chercher les meilleurs glucides, etc. Mais c'est vraiment factuel, une approche terrain. C'est-à-dire me dire, en effet, au niveau des athlètes élites, quels sont, eux, leurs usages et quels sont les freins qu'ils peuvent constater. Donc, typiquement, on le voit, l'écœurement des glucides qui arrive après quelques heures de consommation de gel, etc. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, nous, chez NutriPure, on s'est dit, peut-être ça peut être intéressant de justement mobiliser nos athlètes en leur envoyant un panel de gel qui est existant sur le marché et en récoltant notamment leur retour, qu'est-ce qu'il en est de niveau efficacité, niveau praticité, le format, vraiment la tolérance digestive et in fine le prix, même si pour eux c'est peut-être un frein qui est moins marqué. Et en parallèle, donc il y a le volet athlète élite, et d'un autre côté, il y a plutôt le grand public. Et là, en fait, il suffit simplement de se nourrir typiquement de ce qu'on peut retrouver sur Internet avec les avis conso, les forums, ou même pour nous en tant que NutriPure, typiquement, ça fait 2 ans qu'on participe donc à la Run Experience à Paris à l'occasion du marathon de Paris. Et dans ce contexte-là, l'année dernière, typiquement, on a eu beaucoup de consommateurs qui sont venus nous demander en fait quand est-ce que vous sortez un gel.
Et donc c'était pour moi justement le moment idéal pour récolter leurs avis, quelles étaient leurs attentes en fait du gel NutriPure. Donc vraiment c'est me faire des convictions sur justement qu'est-ce qu'on peut apporter de différenciant, de nouveau, et en se nourrissant donc de ces fameux retours. Et en même temps, en parallèle, c'est mobiliser en interne. Donc on a un pôle recherche et développement qui, eux, pour le coup, vont avoir plutôt une vision scientifique, donc se baser sur des études, sur des publications, etc. Et comprendre en fait réellement comment l'organisme fonctionne. Du coup, vraiment proposer des solutions qui sont en adéquation avec le fonctionnement de l'organisme et se dire, en effet, on a le bon apport glucidique qui vient de mobiliser les bons récepteurs, etc. Et on sait qu'in fine, on aura une bonne tolérance. Donc c'est vraiment mutualiser tout ça, se faire des convictions et à l'issue de ça, réaliser un brief qui, pour le coup, déclinera derrière une formulation adéquate. Pour qu'on ait une idée de la chronologie, à partir du moment où vous décidez de lancer un gel chez NutriPure ou qu'un l'idée arrive dans une réunion où tu as un directeur marketing, tiens, c'est bien qu'on lance un gel, tu as vu, il y en a partout, et que c'est en rayon, combien de temps il se passe Et là, pour le coup, ça fait plus de 2 ans qu'on est dessus et on va le lancer officiellement à la fin du mois de mai. Donc ça a été assez chronophage. On aura l'occasion d'y revenir dessus, mais on a eu beaucoup d'aléas. Il faut jongler un petit peu avec toutes ces problématiques aussi pour essayer au maximum de... Alors justement, est-ce que tu as carte blanche dès le départ ou tout de suite on te met quand même quelques lignes rouges en disant attention, voilà là où il faut aller, là où il ne faut pas aller? J'ai envie de dire, si j'avais carte blanche, ce serait assez facile à réaliser. Malheureusement, non, il y a forcément des freins. Il y en a plusieurs, peut-être que je peux me concentrer sur 2 points. Le premier, notamment, ça fait écho un petit peu aux convictions, aux valeurs ou à l'ADN de la société qui lance son gel. Donc typiquement, nous, chez NutriPure, la conviction, c'est de sortir des produits qui soient le plus purs possible, efficaces, et toujours dans une dynamique de transparence, de traçabilité. Donc dans ce contexte-là, en fait, on s'interdit beaucoup forcément d'ingrédients où on pourrait facilement sortir et décliner un gel, mais malheureusement, au regard de ces contraintes qu'on s'impose, on ne peut pas le sortir. Donc c'est le premier point. Et le deuxième point qui est tout aussi challengeant, en fait, c'est une histoire de coût. Donc typiquement, moi, dans l'élaboration de mon brief, je vais positionner mon gel en termes de prix de vente, donc forcément un peu en corrélation avec ce qui se passe sur le marché. Et en découle en fait le coût d'achat, donc c'est-à-dire vraiment nous à quel prix on va acheter à l'usine le gel. Donc c'est forcément au centime près quelque chose de bien établi puisque en découle derrière le prix de vente et l'histoire de marge, etc. Mais donc du coup c'est vraiment stricto sensu, il faut s'en tenir au chiffre qui est défini. Et à partir de là, du coup essayer de trouver la formulation qui peut matcher au mieux avec nos contraintes d'un point de vue cahier des charges et également d'un point de vue financier. Donc c'est un vrai challenge. En termes de coûts, quels sont les coûts de production aujourd'hui d'un gel? On entend de plus en plus de coureurs qui se plaignent des tarifs déjà qui sont proposés, mais concrètement, est-ce que ça coûte cher en matières premières et en production de faire un gel? Le prix au kilo, ce genre de choses? Tout est relatif forcément, mais ce n'est pas forcément les matières premières qui sont les plus onéreuses, mais plus le process. Et typiquement, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais sur un gel texturé, le process est relativement contraignant et donc forcément, il y a un coût associé. J'imagine que l'une des contraintes, c'est que vous devez développer des produits. Aujourd'hui, c'est le haut niveau, c'est la haute performance qui développe les produits et ensuite vous les adaptez au grand public. Comment vous arbitrez aussi entre les besoins des élites et les besoins des amateurs qui restent quand même les plus gros consommateurs et là où vous allez faire votre chiffre, entre guillemets? Ça aussi, c'est un vrai challenge. Et typiquement, si je m'appuie d'Aurélien, je pense qu'Aurélien n'a pas les mêmes besoins que le coureur du dimanche. Et forcément, on voudrait sortir le produit le plus élitiste, mais on a quand même besoin derrière de le vendre aussi. Donc c'est matcher entre les besoins des athlètes élites et que le gel s'adresse aussi au grand public. Donc c'est jongler entre potentiellement ce qui se fait de mieux. Donc on va solliciter les athlètes, on va leur faire tester une formulation. Est-ce que d'un point de vue perf, c'est OK? D'un point de vue tolérance digestive, c'est OK? Praticité, utilisation, etc. Et à partir du moment où en fait, on a quelque chose qui est ultra convaincant et on a vraiment le go de chacun de nos athlètes, on se dit on a une base solide, trouvons des compromis, des ajustements qui permettent à la fois d'adresser du coup, ce gel aussi bien à l'athlète élite qu'au grand public. Donc forcément, et typiquement, là, l'enjeu majeur repose sur le grammage en glucides. Typiquement, je pense que la stratégie nutritionnelle d'Aurélien va être relativement élevée versus le grand public, où peut-être un 30, 50, 60 grammes de glucides par heure est largement suffisant.
Et donc dans ce contexte-là, on s'est dit 30 grammes de glucides, c'est peut-être justement le compromis idéal où potentiellement Aurélien peut trouver tout à fait la place du gel dans sa stratégie, quitte à en combiner 2 ou à en combiner avec d'autres typologies de produits, une boisson, etc., ou du solide, versus le grand public qui peut tout à fait se dire avec un seul gel par heure d'effort, c'est largement suffisant. Donc c'est vraiment trouver le juste équilibre entre l'athlète élite et le grand public et de justement proposer une solution qui convienne à tout le monde. Alors Aurélien, j'imagine que tu travailles dans cette phase de développement, compte tenu que tu es ambassadeur NutriPure. Comment se passe la collaboration? Est-ce que toi tu les challenges un petit peu sur les glucides? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a un peu la course à l'armement, c'est-à-dire qu'on entend des ultra-trailers qui vont consommer, je crois que j'en ai entendu récemment, 150 grammes de glucides par heure. Toi, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu cette dimension de toujours plus, quoi? Parce que ça... Ouais, on essaye. Bon, déjà, il faut essayer. Voilà, chacun sa formule, c'est-à-dire que moi je sais que je vais tourner à 70-80 grammes en moyenne, ce qui est déjà pas mal, hein. Certains vont consommer beaucoup plus, mais avec cette moyenne-là, c'est facilement atteignable avec une boisson, 1 ou 2 gels dans l'heure, et je suis vite fait à ces 80 grammes, voire 90 même. Donc NutriPure font appel à moi pour le développement des produits, et c'est super intéressant en tant qu'athlète parce qu'ils m'ont envoyé forcément les prototypes bien à l'avance. Des fois ils me disent pas en fait les différences entre 2 produits, et typiquement par mail on a des classeurs et on doit cocher les cases. Est-ce que c'était bon, c'est pas bon, la texture est-ce qu'elle est bonne, est-ce que c'était sucré, est-ce que le goût était bon, sur les barres en tout cas. Et puis sur le gel, l'enjeu c'était vraiment la texture, vraiment le gros travail qui a été réalisé chez NutriPure. Donc on essaie d'ajuster, de donner notre retour, et puis après comme l'a dit Morgan, c'est eux qui font les choix à la fin pour que ça plaise pas qu'à moi mais surtout au public. Donc, mais c'est super intéressant en tout cas en tant qu'athlète à participer à tout ce développement. Alors Nouchka, je l'ai dit tout à l'heure, dans ton livre tu as passé au crible un grand nombre de gels énergétiques de différentes marques. Je ne sais pas si tu as utilisé d'ailleurs, si tu as comparé le NutriPure. Il ne devait pas exister peut-être, non? Tu l'as... Non, parce que je n'avais pas encore la compo quand j'ai fait, vous allez passer dans les mailles du filet. Alors moi la question que je me pose, et c'est hyper intéressant parce que justement c'est quand tu reçois les gels, quand tu vas te mettre en tête de les comparer, qu'est-ce que tu regardes en premier? Qu'est-ce que tu vas chercher à comprendre pour savoir si c'est un bon gel ou si c'est pas un bon gel, selon toi évidemment? Il y a plusieurs choses. Déjà, la teneur en glucides par gel, parce que entre un gel qui va contenir 15 grammes de glucides et un gel qui va en contenir 30, 35, 40, en fonction de notre stratégie glucidique par heure, va falloir emmener plus ou moins de gel. Donc ça, c'est la première contrainte. Je pense qu'un gel qui est rentable au niveau poids glucides, voilà, on est entre 20 et 30 grammes, c'est plutôt pas mal de glucides. Après, la deuxième chose qu'on va regarder, c'est le ratio des différents glucides, puisque par exemple, si on a un gel qui contient que du glucose ou que du fructose, ça ne va pas forcément être assimilé aussi bien au niveau digestif, puisque les différents sucres dans l'organisme, ils utilisent différents transporteurs pour être assimilés. Donc ça, c'est intéressant de regarder le ratio des différents glucides, surtout lorsqu'on commence à avoir des stratégies glucidiques à plus de 60 grammes de glucides par heure. Malheureusement, toutes les marques ne sont pas très transparentes sur le ratio des différents glucides. Moi, pour avoir fait le comparatif, forcément, j'ai regardé sur tous les sites, j'ai même envoyé des mails. Donc, sur les sites, je pense qu'il y a un quart des marques qui sont transparentes sur le ratio. Et puis après, des demandes que j'ai faites, j'ai eu une moitié de réponse. Donc voilà, le grammage en glucides, le ratio, forcément le prix, parce que pour le grand public et les personnes finalement qui vont acheter le gel, c'est quand même un élément déterminant. Quelqu'un qui s'y connaît pas forcément au niveau nutrition sportive, il va arriver dans les rayons, il va se dire c'est quoi le gel qui m'a l'air le moins cher et puis le mieux au niveau visuel, quoi. Ça va être un peu ça le critère. Et puis forcément, tout le monde ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec un volume d'entraînement qui est important, de mettre 4,50 € ou plus dans un gel, et c'est des tarifs qu'on peut trouver aujourd'hui. Et puis après, les autres facteurs, ça va être un petit peu plus secondaire. Typiquement, la quantité de sodium ou d'électrolytes, ça, on va plutôt l'apporter par une boisson à côté. Alors, ça va dépendre du contexte. S'il fait plus chaud ou on transpire plus, on va chercher à avoir peut-être un gel où il va y avoir un petit peu plus de sodium pour couvrir plus les pertes. Et puis les autres ingrédients, après, il y a beaucoup de... Alors, soit des choses qui peuvent être utiles, typiquement la caféine. Aujourd'hui, les gels caféinés, ça peut potentiellement être intéressant. Et après, on a d'autres ingrédients qui sont plus secondaires, qui malheureusement ne sont pas forcément prouvés au niveau de leur efficacité d'un point de vue performance sportive, et qui pourtant font gonfler un peu le prix du gel, quoi. Tu as analysé combien de gels dans ton livre ?
Bonne question, une vingtaine je pense à peu près. Et dans ces 20 gels, est-ce que la qualité moyenne, elle est plutôt... voilà, on a globalement un bon niveau moyen des gels, ou tu as vraiment vu des différences en termes de qualité d'un gel à un autre? Comment c'était réparti? Oui, il y a des différences. Par exemple, au niveau du prix, les gels les plus chers, c'est parfois ceux qui... c'est souvent les marques qui fonctionnent le plus, en fait. Donc forcément, les tarots sont un peu plus élevés. Après, on a des grosses différences, oui, sur la quantité de glucides, où ça va de 12 grammes à certains gels, je sais pas, 70, 80 grammes, hein, certains. Faut les bouffer, hein, les gels là. Et puis sur les autres ingrédients un petit peu secondaires, comme je disais, il y en a qui se concentrent vraiment, qui vont à l'essentiel. Voilà, ça va être maltodextrine, fructose, et puis c'est tout, quoi. Et puis parfois, il va y avoir d'autres choses qui vont aller en plus, quoi. Et tu as vu des escroqueries un peu dans ce que tu as comparé? Qu'appelles-tu par escroquerie au final? Tu vois où je veux en venir, quand même, des choses qui étaient très chères et des partis pris qui étaient vraiment, c'était de la cosmétique. Comme je le disais, il y a des ingrédients qui ne sont pas forcément très intéressants, mais pour autant ça va être vendeur parce que très marketing, quoi. Je sais pas, tu mets de la spiruline ou du collagène dans un gel aujourd'hui, bah, ça va plaire, quoi. Alors que c'est pas forcément très prouvé d'un point de vue performance sportive. Bon, on reviendra un peu sur les bizarreries parce qu'on a des choses à dire. C'est vrai que des fois on trouve des trucs un petit peu bizarres. Alors justement, Morgane, là, on rentre dans le cœur du sujet, c'est quand tu dois prendre des décisions en type de glucides, pouvoir sucrant, texture, arôme, comment tu tranches? Comment vous arrivez à arbitrer sur toutes ces questions? Disons qu'on essaye de rien laisser au hasard. Vraiment, chaque choix est assez stratégique. Et nous, chez NutriPure, en fait, on fonctionne beaucoup sur un triptyque, donc avec trois critères majeurs. Le premier, c'est vraiment aller chercher la performance physiologique. Donc vraiment, là, pour le coup, c'est un grammage en glucides qui permet d'avoir une bonne stratégie nutritionnelle et qui est relativement bien toléré. Le deuxième, ça va être justement un petit peu l'expérience utilisateur, vraiment se dire qu'on a quelque chose qui est pratique à utiliser, qui a un format tout à fait convenable, l'ouverture est facile, et toujours dans un contexte de bonne digestion, enfin de bonne tolérance digestive. Et le dernier, c'est rester fidèle encore une fois aux valeurs de la marque et typiquement ne pas proposer des ingrédients qui sont, nous en tout cas, pas conformes à notre cahier des charges. Là, pour le coup, sur les différents enjeux au niveau du gel, c'était vraiment de répondre à des attentes d'un point de vue gustatif. Donc vraiment, on s'est rendu compte qu'il y avait un parti pris sur un goût relativement neutre pour justement éviter l'écœurement, la saturation au niveau des récepteurs glucidiques au niveau buccal, etc. Et donc du coup, de proposer vraiment quelque chose de neutre. Combiné à cela avec l'apport, pour autant ce qui est paradoxal, un apport élevé en glucides tout en restant le plus neutre possible. Donc un vrai challenge. Tu parles d'ingrédients que vous ne voulez pas utiliser. Est-ce que vous avez une liste noire justement d'ingrédients qui sont pas les bienvenus dans vos produits? Est-ce que tu peux nous les citer? Bien sûr, et pour le coup, donc, sur chacun de nos produits, on a vraiment un cahier des charges extrêmement rigoureux. On s'interdit beaucoup d'ingrédients et d'actifs ou de substances un petit peu controversées. Et là, d'autant plus, en fait, dans le cadre du gel, on était d'autant plus vigilants puisqu'on sait que le gel est pris déjà dans des conditions où le système digestif est un peu mis à mal et on voulait vraiment éviter chacun des ingrédients qui peut venir directement impacter le microbiote ou vraiment le système digestif. Et typiquement, nous, on s'est dit, des conservateurs, on n'en veut pas. On sait que dans chacun de nos produits, il n'y en a pas et on ne dérogera pas à la règle. Dans le gel, il n'y aura pas de conservateurs. Ce qui pourrait honnêtement faciliter le développement, partir sur un gel liquide, on met des conservateurs, on a quelque chose qui répond plus ou moins à des attentes du marché et on a un produit. Non, pour le coup, on ne déroge pas à la règle et on propose quelque chose de vraiment très clean. Est-ce que le côté naturel, c'est forcément le mieux pour la performance? Est-ce que quelquefois, est-ce que le naturel peut être aussi contre-productif dans un rapport de performance? Est-ce que parfois il faut passer par un process industriel pas forcément naturel pour que ce soit efficace? Je pense que forcément, l'aspect naturel, est-ce qu'il est corrélé directement à la performance? J'en suis pas sûr. Il faut justement essayer d'identifier les bonnes sources glucidiques et malheureusement, parfois, c'est pas forcément entre guillemets naturel. Ça va être issu de la fermentation, de plein de choses, mais qui pour autant, c'est pas forcément mal vu ou controversé. Donc partant de ce principe-là, on peut forcément le mettre en avant et du moins qu'on a des appuis scientifiques solides. Tu en penses quoi? Parce que c'est vrai qu'il y a par exemple le miel, c'est quelque chose qui est très naturel, qui est très bien perçu du grand public. Est-ce que c'est vraiment la meilleure source de glucides? Est-ce que des fois, c'est quoi ton avis de nutritionniste par rapport à ça? C'est vrai qu'il y a peut-être une croyance là-dessus. Aujourd'hui, moi je le vois sur les réseaux sociaux beaucoup, dès que tu parles du sucre, tu te prends une vague de personnes qui... Voilà, exactement. C'est très flippant des fois.
Mais en fait, sucre sain, entre guillemets, naturel, n'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue de la performance. Faut bien se dire que ce qui est le plus efficace, alors d'un point de vue de la performance, mais la performance étant relative à chacun, quand j'entends performance, c'est-à-dire pour performer à ton niveau et surtout ne pas avoir de troubles digestifs, qui est quand même le facteur principal d'abandon sur des courses d'endurance, il faut avoir quelque chose qui est digeste et qui est assimilé rapidement. Et ça, en fait, plus tu as une molécule qui est simple et plus tu as une molécule qui va être assimilée rapidement, plus tu vas répondre à ces objectifs-là. Le problème, c'est que si tu prends un truc qui est dit plus naturel, ce ne sera pas forcément mieux parce que tu vas avoir des processus pour que ce soit dégradé, etc. En une seule molécule, au final, qui est un peu la molécule... comment dire ? Tout va être dégradé en glucose, en fait. Que tu aies des glucides issus des fruits ou que tu aies des glucides issus du glucose pur, en fait, dans ton corps, tout va être converti en glucose pour après aller reproduire de l'énergie. Donc en fait, si tu prends des glucides même à un index glycémique bas, aujourd'hui il y a beaucoup de marques qui basent leur marketing sur justement avoir une énergie durable, donc des sucres à IG bas, etc. Tu te mets un process en plus dans l'organisme où tu vas devoir dégrader ça va être beaucoup plus long et forcément ça va faire plus de travail au niveau digestif, donc tu vas avoir plus de risques de troubles digestifs et l'énergie sera disponible moins rapidement. Aurélien, est-ce que toi tu fais attention à ça justement sur ce côté naturel? Comment toi est-ce que c'est la performance qui prime ou est-ce que c'est un sujet chez toi, que ce soit bio, naturel? Il faut vraiment différencier deux choses en tant qu'athlète. Je pense qu'il y a la nutrition de la vie de tous les jours et la nutrition sportive, c'est quand on va courir. Et quand on va courir, il faut que ça soit efficace, comme l'a dit Nouchka. Si on apporte directement la molécule de glucose sans passer par les stades dessus et qu'il faut dégrader toutes les molécules, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est là où ça a beaucoup évolué la nutrition sportive. Et on a moins mal, voire plus du tout mal au ventre. Avant, comme je disais, je mangeais du poulet, c'est un exemple de protéines, mais j'arrive à manger des sandwichs avec du pain complet en plus, un truc... c'est complètement pas du tout adapté. Et je pense que les troubles gastriques, ils étaient vite expliqués. Et non, aujourd'hui, faut aller au plus simple, au plus efficace quand on court et vraiment différencier ça du repas très healthy qu'on pourrait avoir chez soi le jour où on ne va pas faire de sport, par exemple, ou à un moment donné de la vie, quoi. Ouais, donc tu es un petit peu moins exigeant, en tout cas, tu vas chercher l'efficacité en premier. Ouais, concrètement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dernier gel, le gel qu'ils ont sorti cette année, la NutriPure qu'ils vont sortir, il est vraiment efficace dans ce sens-là. Les glucides sont efficaces, on n'a pas mal au ventre, et c'est deux critères principaux que j'ai cités tout à l'heure. Ok, j'entends parfois des ultra-trailers qui disent finalement la bonne nutrition, c'est surtout pour éviter des problèmes digestifs, pour éviter les problèmes, plus que pour améliorer la performance. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Faut pas avoir mal au ventre, faut pas avoir de problème, mais faut quand même avoir des produits qui soient le plus efficaces possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un gel qui va sortir à 30 grammes. Moi, je sais qu'il me convient très bien. Je ne sais pas si demain le grammage il est à 45 grammes et si c'est plus efficace, je vais leur dire allez-y, poussez le produit là. Non, faut toujours essayer de développer le mieux possible pour les athlètes ou pour les coureurs tous les jours. Alors, justement, on va prendre un exemple concret. Tu parlais tout à l'heure de gel texturé et tu semblais indiquer que c'était quand même un défi technique. Est-ce que tu peux nous expliquer si c'est le cas et en quoi c'est compliqué de faire un gel texturé? Et peut-être déjà commencer par expliquer ce qu'est un gel texturé. Exactement, ouais, je voulais commencer par là. Alors en fait, pourquoi on parle de gel texturé ? Donc comme je le disais, nous, notre parti pris, c'était vraiment de développer quelque chose qui avait un goût neutre, le plus neutre possible en tout cas. Et on s'est aperçu en fait que, en travaillant des formulations, au plus on avait une texture qui était relativement dense, épaisse, structurée, au moins il y avait une perception sucrée. Donc il y a vraiment une corrélation entre la texture et la sensation, la perception de sucré. Ça s'explique par différents mécanismes, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail là tout de suite, mais... juste partir du principe que forcément la diffusion au niveau buccal est forcément plus lente versus un gel liquide où tout de suite on a vraiment un pic sucré. Donc la texture amène justement une diffusion un peu plus lente qui permet de tendre vers quelque chose de plus neutre. Également, le fait d'apporter une texture, c'est un peu tricky pour le cerveau et du coup il a double information, il a le goût, il a la texture et peut-être qu'il va plus s'attarder sur la texture au détriment du goût et ce qui va aussi pencher la balance vers le goût neutre. Et un autre point qui est intéressant, en fait, c'est le fait d'avoir justement une texture. Je ne dirais pas qu'il y a une mâche, mais en tout cas, il y a une étape mécanique qui est nécessaire. Moi, je dirais plutôt, c'est venir écraser le gel donc avec sa langue contre le palais.
Et je pense que cette étape va amener de la salivation, donc de la salive qui, on le sait, contient différents enzymes, etc. Et ces enzymes vont permettre justement de venir dégrader certains ingrédients ou typiquement des glucides. Et in fine, c'est pour améliorer le confort digestif. Donc voilà, toutes ces observations nous font tendre vers un gel texturé pour justement avoir ce goût neutre et in fine aussi le confort digestif. Et donc oui, en effet, pour répondre à ta question, c'est relativement complexe par rapport à un gel liquide. Pareil, je ne vais pas m'éterniser parce que je pense en termes de temps, on est un peu short, mais il faut partir du principe en fait que pour un industriel, il ne peut pas, niveau industriel et donc à un niveau process, mettre dans le gel, donc dans le sachet du gel, il ne peut pas venir remplir un gel texturé. Pour lui, en fait, il y a une viscosité qui est tellement élevée qu'au niveau chaîne de production, ce n'est pas possible. Donc c'est là où nous, on doit travailler main dans la main avec l'industriel et se dire comment on y parvient. Et c'est forcément, on se nourrit de son savoir-faire aussi. Et on s'est rendu compte en fait qu'il fallait forcément avoir une étape préliminaire qui était passée par du liquide pour ensuite remplir le sachet de gel toujours sous forme liquide. Et c'est in fine, une fois que le gel est scellé, qu'il y a une prise en masse et qui vient amener justement cette texture. Et comment tu n'arrives pas à avoir un processus inverse? Parce qu'aujourd'hui, finalement, un gel, ça peut être consommé dans des températures très froides, ça peut être consommé dans des températures très chaudes, ça peut cristalliser. Ça, le grand public ne se rend pas forcément compte, mais vous avez tout ce genre de contraintes aussi. Comment vous arrivez au niveau ingénierie à développer tout ça? Et bien là, pour le coup, en fait, on s'est longuement penché sur le texturant, donc il y a à l'occurrence une gomme, la gomme Guélan, et par différents tests, on s'est aperçu que c'était celle qui présentait les meilleurs avantages, en tout cas d'un point de vue tenue, texture du gel, que ce soit au niveau contrainte à la fois mécanique et comme tu le dis au niveau température. Donc on fait des stabilités, on fait plein de choses et on se rend compte en effet que dans le temps, la texture n'évolue pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est dit... Ça peut résister à quel type d'écart de température un gel aujourd'hui? C'est des choses que vous mesurez, j'imagine? On n'a pas établi des gros gaps de température, mais on est monté facilement à 45 degrés et on s'est rendu compte que ça tenait. Alors, Aurélien, un gel, c'est aussi une expérience sensorielle. Toi, qu'est-ce que tu recherches aussi au niveau du goût pour que ça ne devienne pas aussi un problème? Parce qu'au bout de 7 heures, on sait aussi qu'avec la fatigue, on sait avec le goût, ce qui peut sembler savoureux à un certain moment de la course peut être rédhibitoire à d'autres. Comment tu fais attention à ça? La stratégie, en fait, c'est un peu de changer de goût. Alors, en fait, il y a plusieurs options. Soit on part sur un produit comme le gel NutriPure qui est neutre et je sais que je ne vais pas saturer même au bout de 10-15 heures, ou je vais changer en fait avec la boisson aussi. Donc la boisson, il y a une version neutre et une version pomme par exemple. Et le fait de changer de goût entre la boisson, le gel, entre ma pause où je vais arriver sur un ravito, je vais boire un soda par exemple, voilà, ça va être un peu deux stratégies différentes. Soit je joue sur des produits sur lesquels je sais qu'ils ne vont pas impacter mon écœurement, ou sinon je vais changer entre les goûts qui me vont. Mais encore une fois, c'est un travail qui se fait à l'entraînement et il faut le valider, il ne faut pas essayer le jour de la course parce que sinon ça ne marche pas en général. Mais ouais, c'est comme ça la stratégie que j'utilise. Pendant très longtemps, on voyait très peu de gel. Alors oui, il y avait Ludovic Pommeret qui consommait que des gels sur Ultra, mais c'était un extraterrestre. Personne ne comprenait son choix et on le prenait presque pour un fou. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. De plus en plus d'ultra-trailers privilégient essentiellement à 60%, voire 70% du gel. Pourquoi, justement, on a eu ce changement de mentalité? Comment tu l'expliques? Tout simplement on s'est aperçu que le solide posait quand même beaucoup de problèmes, que ce soit une barre, un morceau de pain, enfin quel qu'il soit. Il y a le côté digestif qui est beaucoup plus long. Les barres, il y a un minimum de fibres dedans, on a tout de suite des problèmes digestifs. Et aujourd'hui, avec les boissons glucidiques, avec les gels et les compotes qui sont une bonne option, les compotes purées, en fait, on atteint des grammages de glucides qui sont largement suffisants et on s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de croquer. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a notamment ces nouveaux gels, ces nouvelles textures qui prennent du temps à être assimilées, c'est-à-dire on le met dans la bouche et en effet on l'écrase, comme disait Morgan tout à l'heure, le gel sous le palais avec la langue. Du coup, on a un peu ce rappel au niveau du cerveau, donc on n'a pas besoin de plus, même sur un ultra de 20 heures. Mon exemple, c'est la Diagonale des Fous en 2023. J'ai mangé une seule barre de la course.
parce que j'avais plus rien à ce moment et je l'ai mangé en 3 fois et j'ai tellement galéré qu'après tout ce que j'ai prévu de solide, j'ai dit on enlève tout et vous me donnez plus de gel et de compote. Et j'ai tourné qu'à la boisson, gel, compote, que ce soit la nuit ou même la journée quand il faisait très chaud. Donc ouais. C'est intéressant. Nous, toi, en tant que nutritionniste, parce qu'il y a des modes, il y a des aussi, on nous dirige aussi, j'imagine, les industriels nous orientent aussi vers des choix. Est-ce que toi, tu penses que foncièrement, il y a des vrais avantages en tant que nutritionniste à privilégier les gels ou pas tant que ça? Je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratico-pratique aujourd'hui et de plus efficace en fait, parce que comme je te disais tout à l'heure, on cherche ce qui est le plus rapidement assimilé et ce qui provoque le moins de troubles digestifs. Donc ça va être quoi? Ça va être les boissons d'effort et ça va être ce qui est liquide, semi-liquide en fait. Et ça va être ça qu'on va privilégier principalement. Après, bien sûr, la stratégie va varier entre quelqu'un qui va faire un trail de 40 bornes et quelqu'un qui va courir un ultra. Celui qui fait un ultra, oui, il y aura peut-être plus la place pour des choses solides quand on va plus se poser. Alors, c'est sûr que quand on est un coureur du niveau d'Aurélien, ce ne sera pas la même stratégie que quelqu'un qui va faire son premier UTMB, sa première diag ou quoi, où là, on va plus se poser au ravito, avoir plus de temps de consommer solide. Mais aujourd'hui, consommer liquide, semi-liquide, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace à tout niveau, en fait. Ça dépend de l'intensité aussi, je pense. Ouais, je remarque à l'entraînement, je peux manger des barres, j'y arrive beaucoup plus facilement et parce que je sais que je vais m'arrêter, je vais prendre des photos, alors qu'en cours, je ne vais pas le faire et du coup, je ne prends pas de barres. Oui, tout à fait. Avec l'intensité, le fait qu'on augmente en intensité, le flux sanguin, il est redirigé vers les muscles et le cœur pour leur fournir de l'oxygène, des nutriments. Et du coup, le tube digestif, il est privé d'oxygène. Et forcément, puisqu'on en reçoit moins, on va avoir moins de facilité à digérer. Et donc, quelqu'un qui va être plus haut en intensité, il aura tout intérêt à éviter les choses solides, alors que si on est à un niveau plus cool, plus bas en intensité, on aura plus de facilité à en consommer. Tu penses que le fait qu'on court de plus en plus vite sur trail, le fait qu'il y ait aussi beaucoup plus de densité, qu'on fait un peu les shortcuts, c'est-à-dire qu'on va essayer aussi des fois de couper les ravitaillements, tout ça, ça a aussi conduit à ce que le gel se démocratise beaucoup plus vite? Ouais, ça, et puis le stress qu'il peut y avoir autour des compétitions, je pense que tous les coureurs l'ont remarqué, que ce soit le coureur professionnel ou amateur, quand on arrive sur une course, on a un minimum d'excitation, de stress, et ça joue aussi sur les mal de ventre, sur les problèmes gastriques. Donc, ouais, le fait de courir plus vite, oui, c'est clairement un paramètre qui joue énormément sur ça. Et on le voit beaucoup, même sur 1h30, 2 heures à l'entraînement, si je vais faire une séance très dure ou je vais faire un fractionné, là, je ne vais pas manger de barre typiquement. Je sais qu'il va falloir prendre boisson, gel et rien d'autre. Morgane, question un peu plus légère, mais qui, toutefois, est quand même hyper intéressante. Alors, évidemment, vous avez des contraintes de prix. Mais et vous avez des contraintes techniques aussi, tu disais, sur l'usine, ce genre de choses. Mais imagine que demain, je te donne un budget illimité. On a aussi voilà, tu n'as pas de contraintes de production que je vais t'imposer. Est-ce qu'on pourrait faire un gel qui soit beaucoup plus efficient, efficace pour les coureurs, ou ça ne changerait pas grand-chose? Je pense honnêtement, en toute humilité, on propose là actuellement une formulation qui, moi, à mon sens, est la plus aboutie. Donc forcément, on pourrait toujours avoir des choses où on peut perfectionner, typiquement, et c'est corrélé directement au budget. On doit faire une amélioration typiquement sur le format. L'ergonomie, on voit qu'il est encore un peu gros. Le sachet doit être retravaillé, donc on sait que là-dessus, c'est les prochaines versions, ça va arriver, il sera beaucoup plus optimisé. Mais d'un point de vue formulation, je pense qu'on a quelque chose qui est quand même relativement bien abouti, bien construit. Et d'autant plus, nous, au regard de la gamme qu'on propose actuellement, où en fait, c'est pas uniquement... Il peut s'autosuffire, bien entendu, mais on peut aussi le combiner, comme le disait Aurélien, avec la boisson, on a nos bars, etc. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, on a quelque chose qui est relativement bien abouti, bien construit, et qui permet de construire facilement sa stratégie nutritionnelle. Nouchka, on l'a dit tout à l'heure, mais les prix des gels peuvent varier du simple au double. Je reviens tout à l'heure à ton analyse. Est-ce que tu as noté une corrélation entre la qualité d'un gel et son prix, ou pas forcément? Pas forcément. Maintenant, les marques les plus chères, c'est aussi souvent les plus quali, donc oui et non. En fait, pour certains gels, oui, pour d'autres, pas forcément. Il y en a qui sont moins chers et qui pour autant sont aussi quali parce que tu vas avoir un bon apport en glucides, un bon format, un bon ratio des différents glucides et au final, tu vas être à moitié prix, voire moins cher, quoi. Est-ce que tu as justement des marques comme ça à nous citer qui, selon toi, sont un peu surcotées et d'autres, à contrario, qui sont sous-cotées? C'est ce qu'on veut savoir. Un cadeau, là. Est-ce que je peux utiliser mon joker? Non, on n'est pas là pour ça, des jokers. Non, mais concrètement, voilà, est-ce que tu penses quand même qu'il y a...
Je sais pas, mais aujourd'hui, alors après, je suis pas dans les équipes techniques, etc. Mais est-ce que mettre un gel à 4,50 €, c'est vraiment nécessaire en fait Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le mettre aussi cher voilà, mais bon, c'est pas mon métier, je vais pas trop me mouiller non plus, quoi. Mais justement, Morgane, comment ça se passe la relation avec les équipes marketing? Parce que forcément, eux ont il y a des tendances, ils imaginent aussi les contraintes, c'est de faire des produits qui se vendent, pas forcément les produits qui sont les plus efficaces. Donc comment ça se passe justement la relation avec les équipes marketing? Est-ce qu'il y a parfois des tensions sur des visions de produits, du storytelling commercial? Est-ce que des fois il y a des points de désaccord? Voilà, en toute transparence, comment ça se passe? Alors, je ne parlerai pas forcément de tension, mais forcément, il y a des débats, il y a des discussions, et c'est toujours sain et je pense constructif. Tout le monde donne un petit peu son avis, son ressenti, et c'est ce qui permet aussi une nouvelle fois de faire évoluer et de concrètement aboutir à une formulation relativement solide. Mais nous, notre point de départ, en tout cas chez NutriPure, c'est vraiment de se mettre tous d'accord sur un brief où tout le monde s'engage en disant voilà, on est tous alignés pour aller tendre vers cette formulation avec tels arguments marketing, et tout le monde donne son go. Comme ça, on sait qu'une fois qu'on va réellement lancer le développement, logiquement, sauf encore une fois s'il y a des problématiques, etc., et des ajustements à prévoir, mais logiquement, on ne sort pas de la ligne directrice qu'on s'était fixée initialement. Concrètement, pour qu'on ait une idée un peu concrète, quels sont les points de divergence que tu peux avoir justement entre les visions marketing et la vision produit? Alors, ça va être plutôt côté R&D et marketing, où typiquement, nous, on va chercher un grammage élevé en glucides. Donc, le côté marketing, ça va être de valoriser le grammage, le ratio, les glucides utilisés, etc. Versus la réalité terrain ou la R&D, où en fait, ils vont nous dire concrètement, on a constaté qu'au niveau industriel, il se passait ça, ou au niveau labo, il se passait ça, et en fait, on ne peut pas, clairement, on ne peut pas. Donc, ça va être à chaque fois challenger, trouver des solutions, trouver des alternatives, trouver les ingrédients qui peuvent justement apporter la réponse souhaitée. Donc c'est aussi ce qui est relativement chronophage, et au final on arrive à toujours trouver un terrain d'entente parce que chacun justement il met du sien, travaille dans son coin et au final partage toutes ses recherches. Nouchka, si selon toi, est-ce qu'aujourd'hui un coureur qui voudrait pas débourser quelques dizaines d'euros pour ses gels, est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui un gel performant, vraiment j'insiste sur le côté performant, chez lui à la maison? On sait que c'est des choses qui se développent de plus en plus, mais de manière pragmatique. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible de se passer justement de la nutrition, ou quoi qu'il arrive, il faudra passer par un process industriel pour... Tout est possible. Maintenant, je pense qu'au niveau logistique, c'est quand même assez complexe, quoi. Moi, j'ai des patients qui ne veulent pas du tout avoir des produits du commerce, etc. Ils veulent tout maison. Franchement, quand tu cours 10-15 heures, ça fait de la logistique, quoi, pour tout faire maison et tout porter sur toi. Donc oui, ça se peut, mais bon, c'est quand même assez pratique d'avoir déjà quelque chose de tout fait. Donc si tu as la motivation et que tu as le temps, voilà. Mais par contre, d'un point de vue course, je trouve ça quand même assez complexe, quoi. Si tu veux tout faire maison, franchement, tu n'auras pas quelque chose d'aussi qualitatif, aussi quali aussi d'un point de vue poids, grammage en glucides, et d'aussi pratique, en fait, tout simplement. Tu penses concrètement, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer, toi qui connais bien un peu les demandes? Je pense, en effet, je suis d'accord avec Nouchka. En termes de praticité, au final, il va falloir préparer en amont en fait ces gels, et on se rend compte qu'il y a un problème de conservation. Donc après, tout dépend en effet de la durée de l'effort, etc. Mais est-ce que aussi le gel, il va tenir en termes de consistance, de goût? Donc je pense qu'il y a quand même, c'est relativement complexe d'aboutir à quelque chose qui tende en tout cas vers la performance. Pour en revenir un peu sur le développement du gel, à un moment donné où vous êtes sur des phases de prototype, qu'est-ce qui va définir que le gel il est abouti? Comment vous allez trancher justement pour vous dire ça y est, là on a quelque chose qui est parfait et on peut passer en phase de production? Parce que les enjeux ils sont énormes. Si vous vous plantez, c'est un peu trop tard. Donc je pense que quand vous prenez la décision, ça doit être aussi assez stressant. Complètement. Le premier point, c'est de se dire est-ce que réellement en fait, on répond au brief qu'on a initié à la base? Donc est-ce que la formulation répond bien justement aux valeurs nutritionnelles, au listing ingrédients, au cahier des charges, etc. Et en parallèle, et ce qui est aussi primordial, c'est les retours terrain, donc faire tester justement à nos athlètes, ou même nous en interne. Typiquement, moi le premier, je n'étais pas initié au trail et je m'y suis mis un petit peu, et je teste les produits et je vois aussi comment je les tolère. Donc partant de là, c'est un retour terrain toujours bon à prendre. Et mine de rien, ça part de là. Donc vraiment, nos athlètes nous nourrissent, ils nous disent voilà, c'est un go pour nous, c'est validé, et let's go, on y va.
Donc vraiment, c'est l'élément déclencheur. Comment tu testes, toi, Aurélien, par exemple? Est-ce que tu parlais des gels, mais je ne l'ai pas souligné, mais finalement, c'est-à-dire que tu es parti sur la Diag des Fous avec des prototypes. Est-ce que parce que ça, il y a aussi une notion de risque. Tu dois faire quand même confiance aux équipes qui ne filent pas n'importe quoi. Ouais, mais les prototypes, je les ai testés avant la course. En général, c'est vrai que les coureurs élites, souvent sur une course, que ce soit au niveau nutrition, vêtements, tout, on n'a pas grand-chose qui est dans le commerce. Mais on leur fait confiance, oui, forcément, à un moment donné, mais on l'a essayé vachement en amont, quand même, validé plusieurs fois sur des sorties longues. On ne va pas le tester simplement sur une sortie d'1h30. Voilà, typiquement, le gel, quand je l'ai testé, la première fois, j'en avais 3. J'ai fait une sortie de 5 heures et voilà, j'ai tourné avec des gels et la boisson à côté, bien sûr. Mais je l'ai validé dans des conditions qui vont se rapprocher de celles de la course après. Si on se projette un petit peu plus dans l'avenir en termes de production à grande échelle, d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que tu as des points particuliers? Est-ce que c'est quand on part sans production de grande échelle, quelles vont être vos contraintes? Est-ce que vous allez suivre un peu cette partie-là? Comment ça se passe justement quand vous lancez Oui, bien sûr, il y a justement cette volonté d'être présent justement le jour J de la première production, voir aussi comment ça se comporte. Bon, en amont, forcément, on a fait des essais industriels qui permettent de verrouiller, de se dire ok, la formule, on l'avait en labo, elle était tout à fait conforme à nos attentes. Il y a le passage en industriel qui est aussi tout aussi challenging, où en fait on se rend compte que les outils forcément ne sont pas les mêmes. À taille industrielle, forcément c'est beaucoup plus gros, les contraintes sont différentes. Et on a eu justement des aléas qui a fait que on a dû revoir les process, s'appuyer une nouvelle fois sur les industriels pour en effet trouver les bonnes parades pour toujours maintenir la formulation de base. Mais c'est vrai que voilà, être là le jour J, veiller à ce que tout se passe bien et que ce soit conforme d'un point de vue gustatif, d'un point de vue même visuel, etc., c'est primordial parce qu'on ne veut pas se louper. En termes d'investissement, aujourd'hui, développer un gel chez NutriPure avec les phases de production, de R&D, si tu peux donner une enveloppe, j'imagine que vous avez un budget, on est quoi? On est sur des chiffres à quelques dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions d'euros aujourd'hui. Si tu peux nous dire ça, c'est hyper intéressant de le savoir. Je ne vais pas donner une approche précise, mais voilà, entre 5 à 6 chiffres. Donc c'est vrai que c'est quand même costaud et c'est en ça où il ne faut pas non plus se louper. Alors, si on se projette un petit peu plus dans l'avenir, un peu sur le gel du futur, on sait que il y a des marques comme Morten qui sont arrivées avec leur technologie à hydrogel. Toi, qui es aussi un passionné et qui t'intéresse beaucoup à ça, quelles pourraient être les évolutions du futur? Tu me disais tout à l'heure, ce ne serait pas forcément sur le gel, mais plus sur la densité, sur le packaging, sur la praticité. Tu penses que ça va se jouer là dans les années à venir? Ouais, complètement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Peut-être que demain, on peut imaginer, pourquoi pas, un emballage qui se consomme. Et du coup, en effet, d'un point de vue éco-responsabilité, ce serait incroyable. Peut-être aussi, pourquoi pas, l'ultra-personnalisation et se dire, je sais pas, j'ai des capteurs qui me permettent de voir en temps réel ma glycémie, ma teneur en électrolytes, vitamines, et de là, je sors le gel adapté aux besoins, là, actuellement, au regard de l'altitude, de plein de choses. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le fondement premier, l'apport en glucides, il sera toujours là et toujours le même. Donc après, une optimisation, une ergonomie, etc., ou peut-être même des glucides qui se tolèrent, qui s'assimilent plus vite, plus rapidement. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont encore évoluer forcément. Tu as des pistes déjà? Est-ce que vous travaillez déjà peut-être sur le gel du futur? Est-ce que c'est des choses que vous analysez? Je pense qu'on va s'appuyer aussi beaucoup de Joseph sur tout ce qui est analyse data, etc., et voir ce qui est faisable dans l'ultra-personnalisation. Si je fais le parallèle aussi avec les compléments alimentaires, on se rend compte qu'il y a certains acteurs qui utilisent les impressions 3D. Donc peut-être se dire demain, on pourrait sortir en version impression 3D le gel de demain qui viendrait être ultra-personnalisé en fonction des besoins de chacun, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'ultra-personnalisation. Concrètement, et je me tourne vers vous deux, si on pouvait réellement personnaliser un gel, ce serait game changer, vraiment en fonction de quand on est, du moment de la course, des besoins qu'on peut avoir. Est-ce que ce serait réellement un impact significatif aussi important? Ouais, je pense clairement, ne serait-ce que pour la quantité de glucides, pour la quantité d'électrolytes, on en parlait. Maintenant, dans la faisabilité, j'ai pas encore la réponse de comment on fait ça, quoi. T'as une idée justement comment ça? Il faut suivre, il faut voir, il faut être justement en veille constante et être activement avec les industriels pour voir ce qui est faisable. Et toi, Aurélien, si tu avais un gel un peu du futur idéal, comment tu le ferais évoluer? Est-ce que tu as des idées comme ça, si tu n'avais vraiment aucune limite?
C'est d'avoir tous les goûts qu'on veut à n'importe quel moment. Ça serait le plus chouette. Alors, il y a la version neutre qui passe très très bien, ça je le sais. Après, sûrement qu'on peut la développer sur plein de goûts, sur des goûts exotiques, sur des goûts qu'on aime bien personnellement, sur le chocolat, sur le fruit rouge, j'en sais rien. Mais le côté goût peut être intéressant. Et puis ensuite pour la performance, côté caféine peut-être aussi. Voilà, à voir si ça change sur la texture du gel. Je pense que ça influence beaucoup sur ça aussi. Voilà. Et en termes de composition, on sait qu'il y a certaines marques qui se positionnent comme des produits de nutrition qui sont un peu à la limite entre le dopage, mais ils jouent vraiment sur ça en se disant voilà, on est à la limite, mais on franchit pas la ligne. Alors plus dans le monde du vélo, on a déjà vu des marques comme ça qui se sont développées. Est-ce que vous interdisez certains produits ? Est-ce que tu penses que si tu n'avais aucune contrainte par rapport à ça, ça pourrait changer sans rentrer dans le dopage, je parle bien, mais vraiment dans des excitants ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quand même une éthique à avoir par rapport à ça ? Je pense qu'il y a une éthique à avoir, en effet. Et, pour l'instant, il existe des actifs naturels qui viennent un peu comme la caféine ou autre. Qui était interdite jusqu'en 2006, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a des actifs qui existent, qui sont naturels et qui viennent avoir des effets un peu similaires à la caféine, mais je pense que c'est encore peu démocratisé. Ça peut être aussi un petit peu clivant dans le sens je ne connais pas l'ingrédient, comment il va se comporter une fois que je l'aurai ingéré. Donc il faut être relativement vigilant et je pense pas être border à ce niveau-là. Justement, en termes de composition, tu disais tout à l'heure, des fois on voit des ingrédients un peu particuliers où on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Est-ce qu'il y a des notions marketing ? Est-ce que justement dans ton étude, tu as été un peu surprise par des ingrédients où tu te dis mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Surprise non, parce que franchement, avec tout ce que je vois tous les jours, rien ne me surprend. Mais oui, forcément, je sais pas, mettre des champignons, mettre des épices, mettre... Moi, j'ai vu des huîtres. Poivre de Timut. Ouais, des huîtres, pardon. Ouais. Le poivre de Timut. Voilà, tu vois, ce genre de truc. On voit aussi du collagène, ce genre de choses. Est-ce que quelle part justement on parlait tout à l'heure des équipes marketing, mais le collagène c'est à la mode. Tiens, il faut en mettre, il faut communiquer dessus. Ça, c'est des choses qu'on voit. On peut se poser la question sans rentrer sur le débat. Le collagène c'est bien ou c'est pas bien, mais est-ce que dans une boisson d'effort, à l'instant T, ça a sa place ? Pour moi, non. Mais après, les équipes marketing, elles le savent très bien. Elles vont vers ce qui va vendre aussi. Enfin, ça fait partie du jeu aussi. Et maintenant, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre la science et ce qui va faire que tu vas vendre ton produit, quoi. Mais bon, voilà, pour les produits, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que en fait, la nutrition, c'est assez simple dans sa complexité, en fait, et qu'il faut revenir à l'essentiel et qu'il n'y a pas forcément besoin de toujours s'éparpiller dans tous les sens pour aller chercher le truc, le machin, le bidule. Quelqu'un qui va te dire que tel ingrédient est révolutionnaire alors que personne n'en parle, à moins que ce soit vraiment une découverte, etc. Souvent, c'est un peu un red flag, quoi. Quand tu as quelque chose qui est un peu extrémiste, faut se recentrer et revenir à l'essentiel. T'as pas été tenté, toi, Morgane, par un peu d'huître dans... Non, pour le coup, non, vraiment, je pense que ça fait un peu aussi écho à tout ce qu'on vient de se dire. Il faut en revenir au fondement, c'est-à-dire une bonne alimentation, une bonne hydratation, un bon sommeil, une bonne récupération, enfin vraiment, être dans un contexte où d'emblée, on capitalise sur sa santé et forcément, derrière, in fine, ça paiera au niveau performance. Ok, écoutez, ce que je vous propose, c'est est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas, je crois qu'il y a un micro dans la salle. Alors généralement, c'est la première question qui est un peu la plus difficile, et puis après, on ne vous arrête plus. Donc je ne sais pas s'il y a un courageux ou une courageuse qui veut se lancer. Si vous voulez développer ou rebondir sur quelque chose, n'hésitez pas. Et faites-moi signe, vous levez la main et on vous donnera un micro. Hop. Ah, hop. C'est vrai que si quelqu'un veut répondre. Si, à certains gels, il y en a. Maintenant, quand c'est vraiment restreinte, genre ça va être vraiment 500 mg ou 1 gramme, mais rarement plus. Et en fait, pas forcément assez pour que ce soit efficace. En fait, au niveau des recommandations en protéines à l'effort, alors déjà, c'est moins intéressant que les glucides. Et là où on sait qu'il y a vraiment un effet sur les performances. Les protéines, sur les performances, ne vont pas avoir d'effet direct. Par contre, elles vont avoir un effet sur l'après, c'est-à-dire sur la récupération, les courbatures, le fait de ne pas forcément perdre de masse musculaire, etc. Cependant, si tu ne consommes pas de protéines au cours de l'effort et que tu arrives derrière à compenser ton apport protéique, il n'y a pas forcément besoin d'apporter quelque chose pendant. Et concernant les recommandations, on est à
allez, 20-30 grammes de protéines toutes les 3 heures si on veut en consommer. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il faut quand même en mettre pas mal dans les gels. Si tu en mets pas mal, déjà au niveau de la formulation, de la texture, etc., ça change. Et forcément, tu vas enlever autre chose et tu vas enlever des glucides qui sont peut-être plus importants, quoi. Nous, pour le coup, on s'est un petit peu posé la question justement de l'ajout de BCAA. Et pour le coup, c'était peut-être plus une réponse technique dans le sens où les BCAA en fait, sont très amers. Donc c'est aussi pour ça que les quantités qu'on retrouve dans les gels sont relativement faibles. Et partant du postulat que nous, on voulait un gel qui soit le plus neutre possible, c'était inconcevable de se dire on met un grammage relativement significatif en BCAA, parce que sinon on va tendre vers quelque chose qui est relativement amer et écœurant, honnêtement. Donc c'est aussi la contrainte, pour le coup, technique. Une autre question ? Ouais. Attends, je vais juste répéter la question si c'est enregistré. Donc parce que pour ceux qui nous écoutent en audio, la question c'est de savoir est-ce que tu avais un mix salé-sucré, est-ce que tu retardais au maximum tes apports de sucre, si j'ai bien résumé ? Alors ouais, sur la réunion, c'est l'exemple le mieux, je pense, parce qu'il faisait très très chaud la journée, donc c'est souvent là où on a besoin de saler. En fait, j'avais mon plan, je crois que j'avais préparé un bouillon, tout simplement avec des cubes de bouillon et de l'eau, juste pour avoir un côté salé. J'en ai bu un petit peu et j'ai bu à la sortie de la nuit, donc c'était au bout de 8-9 heures de course. À Sillaos, pour ceux à qui ça parle, j'ai mangé un tout petit peu une tranche de jambon, je crois, une demi-tranche de jambon. Et ensuite, j'avais prévu des maquis avocats, où j'avais enlevé l'avocat, donc en fait, il ne restait plus que le riz. Et j'en ai mangé 3 de la course. Et c'est le seul solide que j'ai mangé, et ma barre de la course. Donc du salé, en fait, j'avais très, très, très peu pris. C'était mon bouillon que j'ai pris à 2 reprises, sachant qu'il y a une grande partie dans le cirque de Mafat où déjà on n'a pas de ravito personnel, enfin on en a des personnels mais on ne peut pas faire amener du jambon et tout ça, donc non, j'ai très peu mangé de salé et j'en mange très peu. Il y a des boissons, je sais, qui font du salé. Certaines marques, j'ai déjà essayé, mais au niveau gastrique, c'est pas le top encore. Souvent, c'est mixé avec des protéines en plus. Donc, ça, en tout cas, pour mon cas, c'était ça le plan, quoi. Une autre question ? Ouais. Ma question est plutôt pour Mouchka et Morgan. Est-ce qu'on a essayé de quantifier un peu comme un effet placebo sur la prise de ces gels ? C'est-à-dire vraiment ce qu'on peut attribuer au j'ai l'impression que j'ai pris quelque chose, je me sens mieux. Ok. Donc là, la question, ça porte sur l'effet placebo. Et là, sur le pricing, c'est plus mon gel est cher, plus il est efficace. Ça peut aussi y jouer ? Alors, je ne sais pas si ça a été étudié, cet effet placebo-là. Par contre, alors, ça répondra peut-être à une partie de ta question, mais ce n'est pas vraiment placebo. Par exemple, si tu te rinces la bouche avec une solution sucrée sans forcément l'avaler, tu vas quand même avoir un effet sur tes performances parce que ça va activer des récepteurs dans la bouche qui vont envoyer un message à ton cerveau en mode « je vais recevoir de l'énergie ». Donc, ça retarde la sensation de fatigue. Ça, c'est efficace surtout pour les efforts courts parce que forcément, au-delà d'une heure et demie, tu as l'aspect énergétique avec tes réserves de glycogène, donc ton sucre dans les muscles qui va diminuer, et donc il y a cet aspect-là. Mais par contre, pour les efforts assez courts, par exemple si tu cours je sais pas, un 10 km ou même jusqu'au semi si tu le cours assez vite, le fait de faire ça avant la course, ça peut avoir un effet sur les performances et retarder la fatigue, et ça c'est bien prouvé. Mais c'est pas forcément placebo parce que pour le coup il y a un vrai effet physique. Après pour le reste, je sais pas si toi tu as plus d'informations. Alors je ne sais pas si dans l'étude que j'ai en tête il y avait versus placebo, je pense que oui, j'ai pas creusé, c'est pas mon domaine, mais en tout cas il y a des études qui démontrent qu'en effet la prise de glucides impacte la performance, donc partant de ce principe là. Et deuxième point, ce que je voulais dire, peut-être qui est un peu plus anecdotique, je pense aussi que la présence de glucides et notamment l'aspect un petit peu sucré peut être réconfortant, notamment quand on est dans le dur. Je pense qu'Aurélien, peut-être que quand tu es dans du dénivelé ou quelque chose comme ça, tu te dis je mérite quelque chose qui est un peu gratifiant, et c'est un petit peu la récompense aussi. Donc c'est aussi ce qui participe à la performance, entre guillemets. Ouais, c'est souvent un plaisir aussi tout simplement de manger, donc à partir de ce moment-là, à partir de ça, ne serait-ce manger une barre quand on est à l'entraînement sommet d'une montagne, tout de suite ça nous donne du bien et du coup ça participe à la performance. Une autre question ? Je profite parce que, comme on est sur des questions un peu plus larges, mais on
voilà, je voulais pas m'éloigner pendant la conférence du thème de dégel, mais on parle de plus en plus du bicarbonate. Alors le bicarbonate, c'est assez vieux finalement, ça date des années 70, donc notamment tout ce qui est autour du lactate et de l'eau retardée. C'est vrai que c'est un produit qui, notamment par une marque, Morten, qui développe beaucoup le bicarb, qui se développe aussi sur trail. Je sais que pour en avoir discuté avec Kylian Jornet, et lui m'expliquait que ça avait un vrai impact, parce que j'étais assez surpris, parce que ce fort long. C'est quoi votre avis par rapport à ça, sur le bicarbonate? Voilà, est-ce que ça a un vrai intérêt ou pas sur des formats un peu plus longs, quand on dépasse même sur marathon ou sur des courses de trail? On sait que ça a un effet sur les efforts courts et intenses parce que ça va venir tamponner l'acidité en fait. Sur les efforts longs, en fait, ça dépend. Typiquement, on a des données chez les cyclistes qui vont avoir des phases où ils vont beaucoup relancer avec du coup des phases où ça va être intense, sprint, etc. Par contre, sur un effort d'endurance linéaire, ça va être, c'est pas prouvé et c'est pas forcément très intéressant. Mais sur les efforts longs, où on a des phases où justement il y a des variations d'intensité, là, ça peut être intéressant. Du coup, sur certaines courses, tu vois, typiquement, je sais pas, on est à Chianti où il y a des grosses attaques quand même qui peuvent être redonnées, ou voilà, ça peut faire sens quand même. Ouais, je pense que ça peut faire sens, à voir comment on intègre le protocole, parce que c'est quand même, le goût est assez spécial, et voir comment tu l'intègres avec tout le reste, mais ça peut faire sens. Ouais. Même au niveau gastrique, non? Ouais. Justement, les nouvelles marques dans le bicarb, c'est un peu ce qu'ils prétendent, c'est que c'est beaucoup plus digérable, parce que effectivement, le bicarbonate, c'est très vieux. On le sait que ça tamponne. C'est une erreur de langage, mais on sait que ça tamponne le lactate, mais on perd des plus avec les troubles digestifs. Mais certaines marques ont réussi justement à améliorer la digérabilité. Toi, c'est des trucs que tu essayes. Est-ce que c'est des trucs qui t'intéressent? Est-ce que tu as testé à l'entraînement ou pas? Je l'ai essayé un petit peu à l'entraînement. Là, vraiment, j'ai essayé. Du coup, je prenais un petit tube de bicarbonate, mais la dose, j'ai rien pesé, j'ai essayé un petit peu. Honnêtement, j'ai rien senti de particulier en faisant une séance de fractionné, et même je l'ai essayé une fois sur une course courte, entre guillemets, de 30 km. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur les études autour de ça, donc à voir ce qui se passe dans les années à venir. Ouais, ça sera intéressant à suivre. Est-ce qu'il y a une autre question avant de se laisser? Oui. Je ne sais pas si je comprends bien la question. En tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a validé une formule d'un point de vue à la fois labo et industriel, on va en effet lancer des études de stabilité. Vraiment se dire, en effet, on a un produit qui est conforme à quelques heures en sortie de prod, à J+1, J+2, J+3, mais en fait, réellement, qu'est-ce qu'il en est à J+3 mois, +6 mois, voire même un an, puisqu'on sait qu'il y a une DDM qui est relativement longue. Et donc, du coup, il y a toute une batterie de tests qui sont effectués pour se dire, petit 1, la texture ne bouge pas, on a toujours la même 6 mois plus tard. Le goût, pareil, il n'y a aucune évolution. Le visuel et forcément tout ce qui est d'un point de vue sanitaire, qu'on soit toujours conforme d'un point de vue microbio, pathogène, etc. Donc vraiment, il y a toute une batterie de tests qui sont réalisés pour garantir la stabilité et la conformité du produit. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, c'est ce que j'avais pu comprendre. En gros, est-ce que tes filières des produits que tu utilises, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de contamination comme tu as un label. Voilà, nous, justement, on travaille en ce sens. On travaille en ce sens. On a mis en place le label. Justement, sur le gel, c'est aussi en cours parce qu'on challenge, nous aussi, les industriels, en partant du principe qu'on veut valoriser un label. À eux aussi de faire l'effort nécessaire parce que c'est des investissements pour eux aussi. Mais en tout cas, on a des garanties d'un point de vue matière première qui soient toujours conformes à un cahier des charges qui est relativement strict et qui garantissent en effet ce qu'on appelle l'attestation WADA qui est en conformité justement avec les normes antidopage. Ouais, tu as un label qui existe, mais du coup, ce label est payant, je crois. Donc, c'est ça que les marques n'ont pas forcément recours, donc qui est validé et comme quoi par l'Agence française de l'automobile. Mais c'est un label qui est payant et c'est pour ça qu'on ne le voit pas partout parce que c'est quand même des coûts de production, je crois. Et c'est surtout contraignant pour les industriels. Nous, on le sait, typiquement sur la partie nutrition, nos bars, etc. C'est plutôt un côté un petit peu artisanal. C'est des industriels qui sont encore petits et pour eux, c'est forcément des investissements trop importants. Alors après, il y a des cas où justement de dopage où les gens disent mais c'est mon complément alimentaire, mais souvent les athlètes achètent leur produit qui vient de Chine, qui vient
c'est jamais bon signe. Voilà, si vous allez chercher a priori, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc je pense que c'est quand même assez rare sur des produits faits en Europe. C'est quand même la nutrition et la food en Europe, c'est extrêmement contrôlé. C'est parmi les produits les plus contrôlés. Donc il y a quand même moins de risques. Et d'autant plus, nous, on est extrêmement vigilants. On sait que les produits qu'on adresse sont en premier lieu pour nos athlètes et on ne peut pas se permettre en fait que demain, il s'avère qu'il y a un contrôle et qu'il soit positif. Donc pour le coup, on est extrêmement vigilants à ce niveau-là. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Et puis je laisse la parole à la prochaine conférence. Merci. Merci.